Si vous tapez Sergueï Ponomarenko sur Google, vous tomberez sur ce mec, un patineur artistique soviétique qui a une page Wikipédia particulièrement vide. Eh bien sachez qu'on ne va absolument pas parler de lui aujourd'hui, mais plus de son homonyme, un autre Sergueï Ponomarenko, qui a une histoire des plus mystérieuses, celle d'un homme qui aurait voyagé à travers les époques. Vous allez voir que cette histoire est extrêmement crédible, alors qu'elle est pourtant très méconnue. Mais pourquoi peut-on vraiment y croire? Un youtubeur américain a une théorie hyper intéressante que je vous explique à la fin de cette vidéo. En attendant, posez-vous, parce que je vais vous raconter l'histoire la plus convaincante de voyageurs temporels. Et je ne sais pas pourquoi je baisse d'un ton en disant ça. Je fais de l'ASMR. Pardon. Notre histoire commence à Kiev le 23 avril 2006. Un homme se balade un peu hagard dans les rues de la capitale et s'arrête pour demander son chemin à des policiers. Problème, la rue qu'il demande n'existe plus depuis des années. Les policiers vont alors remarquer deux faits étranges sur cet homme. Il est habillé avec des vêtements complètement démodés et surtout il porte un appareil photo autour du cou. Très vieil appareil photo qui a l'air pourtant tout neuf. Alors je sais ce que vous pensez. Depuis quand c'est un crime de mal s'habiller? Eh bien heureusement cette loi n'est jamais passée parce que sinon je me serais fait beaucoup arrêter entre 2009 et 2013. Bon, ceci dit, notre jeune homme ringard a un comportement des plus étranges. Il a l'air complètement perdu. Les flics procèdent donc à un contrôle d'identité des plus classiques. Et là ils tombent des nues, parce que le papier qu'on leur tend est une carte d'identité soviétique. Alors pour rappel, l'URSS n'existe plus depuis 1991, soit 15 ans auparavant. Encore plus bizarre, ils se rendent compte que le document date de 1950 et qu'il appartient à un certain Sergueï Ponomarenko. L'homme devant eux clame haut et fort être ce Sergueï en question. Ouais, c'est très bien, sauf que les flics estiment son âge à peine 25 ans. Or, la date de naissance inscrite sur sa carte est de 1932, ce qui fait qu'il aurait dû avoir 74 ans. Alors, oui, peut-être que je n'ai pas fait ce calcul de tête, certes. Mais il me semble que 74, c'est beaucoup plus que 25. Et il me semble aussi que j'ai extrêmement chaud, car on ne le voit pas ici, mais il fait ressenti 47 degrés dans cet appartement. J'ai un peu le sentiment d'être un poulet dans un four tourné comme ça à la broche, un poulet qui commence vraiment à être bien cuit là. Il est bien doré là, ce poulet. Bon alors, premier réflexe des policiers, ils l'emmènent dans un hôpital psychiatrique. On confie son cas à un psychiatre, un certain Pavel Kutrikov. Toute la session est filmée. Et ce que va apprendre Pavel dépasse complètement tout ce qu'il a pu entendre jusqu'à présent. Sergueï lui explique qu'il est parti se promener avec son appareil photo dans les rues de Kiev lorsqu'il a aperçu un étrange objet dans le ciel. Ça ressemblait à une énorme cloche qui volait. Alors évidemment, il l'a prise en photo, persuadé que personne ne le croirait jamais, et paf, il s'est retrouvé là, en 2006. D'ailleurs, sur ce même appareil, il y a d'autres photos de Kiev qui datent d'un siècle auparavant. Pourtant, impossible qu'elles aient pu traverser 50 années sans que la pellicule se détériore. On va donc le conduire dans une chambre pour qu'il puisse se reposer. Retenez bien ça, c'est important pour la suite. Mais surtout pour que le psychiatre et ses compères puissent essayer d'analyser la situation et de comprendre ce qui se passe. Des photographes sont alors appelés pour fouiller dans l'appareil photo de Sergueï. Et là, la piste se confirme. Le type de pellicule présent dans l'appareil n'est plus produit ni même vendu depuis les années 70. D'habitude, elles peuvent pas être conservées plus de 2-3 ans. Or là, 36 ans plus tard, elle est en parfait état. L'enquête continue. Et l'appareil photo va leur donner une autre piste. Parce que sur une des photos, on peut apercevoir Sergueï avec une femme, qui n'est personne d'autre que sa petite amie, Valentina. L'idée est donc simple, il faut retrouver Valentina. Et bon, roulement de tambour, il la retrouve pas. Fin de l'histoire. Si, il l'a retrouvée. Bah sinon c'est nul. Elle s'appelle Valentina Kulik et en 2006, elle a 74 ans. Quand les policiers l'interrogent, elle leur présente un vieil album photo. Là, avec stupéfaction, ils y découvrent la même photo que dans l'appareil photo de Sergueï. Sauf que Valentina leur affirme que cette photo a été prise en 1958. Elle leur raconte qu'il a disparu quelques jours cette année-là, et que quand il est revenu, il semblait complètement désorienté et tenait des propos très incohérents sur le futur, lui parlant de téléphone de poche et de mini-fours extrêmement rapides appelés micro-ondes. C'est donc ça le futur. Or, le 23 avril 2006, lorsque le psychiatre a examiné Sergueï, vous vous rappelez qu'à la fin de la consultation, il lui a demandé d'aller se reposer dans une chambre. Et bah c'est la dernière fois qu'on a vu Sergueï. Quand on est allé voir comment il allait quelques heures plus tard, il avait tout simplement disparu en ne laissant aucune trace derrière lui. Pourtant les caméras de surveillance ne l'ont pas filmé en train de sortir de sa chambre et il pouvait pas non plus s'échapper par la fenêtre qui était fermée par des barreaux. Il s'est tout simplement évaporé. Revenons à Valentina parce que l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Lorsque les policiers la rencontrent, en plus de la photo avec Sergueï, elle leur montre autre chose d'encore plus étonnant. Alors oui, je sais, c'est difficile de faire plus aberrant que toute l'histoire jusqu'à maintenant.
Mais attendez, elle leur raconte donc qu'après avoir disparu quelques jours, il est revenu désorienté, avant de redisparaître quelques temps plus tard. Et comme il ne donne plus de nouvelles, elle considère que leur relation est terminée. Mais des années plus tard, elle va recevoir une carte postale hallucinante. C'est Sergueï, toujours aussi jeune ou à peine plus vieux, qui lui affirme avoir voyagé en 2050. Dans le fond, on peut reconnaître Kiev, sauf que Kiev n'a pas encore tous ses buildings. Et c'est la dernière fois qu'elle entendra parler de lui. Tout est confirmé, Sergueï a bien existé en 1958, il a bien été porté disparu cette même année. Le verdict est sans appel. Sergueï a été aperçu dans au moins 3 époques différentes, il a donc voyagé dans le temps. Je vous laisse savourer encore quelques secondes. Bon voilà, comment vous dire ça ? Il y a quelques incohérences dans cette histoire. J'aime pas trop dire ça, mais restez jusqu'à la fin du raisonnement, parce que vous allez voir qu'il y a un retournement de situation à ce retournement de situation. Je devrais écrire des livres, ouais. J'en ai déjà écrit un. Commençons par cette magnifique carte postale qui pue Photoshop à plein nez. Voilà, les buildings se répètent, ils ont été allègrement copiés-collés. Je suis pas une experte en photomontage, il n'y a qu'à voir mes miniatures, mais ils ont pas fait d'effort. Il y a des immeubles, ce sont les mêmes. Écoutez, ils ont quand même intégré l'Empire State Building à Kiev. C'est quand même très fort. Et je vous passe tous les autres problèmes de vêtements, notamment. Par exemple, sur ses papiers d'identité où il a une chemise avec un col ouvert, ça aurait fait très débraillé dans les années 50. Alors que généralement, sur ta photo d'identité, bah tu t'habilles correctement. Enfin, quand tu peux, quoi. Enfin, quand tu fais des efforts, quoi. Tout ça est en fait plutôt normal, parce que plot twist, toutes les images que vous avez vues dans cette vidéo sont fausses. Ce sont des reconstitutions des vraies archives qui ont tout simplement disparu. Le youtubeur américain Joe Scott, dont je vous mets la chaîne en description, a pas mal creusé pour élucider ce mystère. Il est alors tombé sur une série ukrainienne qui s'appelle Alien et qui date de 2012. Cette série raconte des histoires soi-disant vraies et les remet en scène. Un peu comme chez nous avec l'émission 50 histoires extraordinaires, que je prenais beaucoup trop au premier degré quand j'avais 10 ans. C'est un coup à voir apparaître des esprits dans ta maison de campagne, ça. Bref, au début de chaque épisode de Alien, il y a un disclaimer qui dit en gros attention, on reconstitue des histoires pas trop prouvées. Tout ce qu'on dit est hypothétique et se base sur des témoignages sans plus de preuves que ça. C'est vrai qu'à partir de là, c'est ouvert à toutes les histoires. Nous, à Toulouse, on a une légende d'une meuf qui s'est fait ouvrir les joues rue Saint-Rome pour que ça lui fasse le sourire du diable. Je suis à ça d'en faire une série Netflix, ok ? À ça. Après, comme j'ai 0 moyen et 0 contact, c'est vrai que ça m'a un peu freiné, quoi. Dans l'épisode qui parle de Sergueï dans Alien, toutes les vidéos sont donc réalisées par des acteurs et les photos sont évidemment photoshopées. Avec de très faibles moyens, certes. Ils ont même fait des erreurs sur les dates. Sur les caméras de surveillance, ils mettent mercredi 23 avril 2006. Or, le 23 avril 2006, c'était un samedi. C'est dommage. Si vous voulez voir l'épisode en entier et que par miracle vous comprenez l'ukrainien, sachez que j'ai retrouvé l'épisode et que je vous le mets en description. Ne me remerciez pas, c'est un cadeau. Bon, selon eux, il y avait de vraies photos, de vraies vidéos de caméras de surveillance et de la consultation. Mais Joe Scott indique dans sa vidéo qu'après avoir épluché internet, il n'a rien trouvé de concluant. Eh bien, moi aussi j'ai mené mes propres recherches à mon humble échelle, et en effet, rien. Aucune trace de preuve utilisable. Même les personnages de l'histoire semblent inexistants sur internet, comme par exemple le psychiatre, impossible de retrouver sa trace. Après, je parle pas ukrainien, donc il y a forcément une chance que je ne les ai tout simplement pas trouvés. Donc, que s'est-il passé ? Où sont les réelles archives ? Est-ce une histoire montée de toutes pièces, ou bien des faits réels qui auraient été effacés ? Suis-je en train de développer des théories du complot pour rendre ma vidéo plus intéressante ? On ne sait pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai une petite analyse à vous partager. Je pense que nous avons juste affaire à une bonne histoire. Le genre d'histoire qui, l'espace d'un instant, te donne envie d'y croire. D'imaginer que c'est possible, que les frontières du temps peuvent être dépassées, que l'on ne sait rien sur rien, et que bien des mystères sont encore irrésolus. Elle est bien là la force d'une bonne histoire, la raison pour laquelle on écrit, on parle pendant des heures ou on fait des vidéos. Donner vie à un récit, transporter son auditeur ou son lecteur dans la peau de quelqu'un d'autre, dans une autre époque, dans un autre monde, pour lui donner l'impression qu'il a vécu 1000 vies. Et en ça, parfois les légendes sont bien plus puissantes que la réalité. Je finirai donc avec une citation de Mark Twain que je trouve exceptionnelle. Ça n'a aucune importance que la vérité dépasse la fiction, elle, doit être crédible. C'est la première fois que je raconte une histoire controversée et non pas historique, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la marche à suivre. Il s'agit de s'abonner et de lâcher un petit pouce en l'air. Et en tout cas moi, je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao! Thank you.